La lettre officielle est arrivée le mercredi 18 septembre à 14h23. Je me souviens de l'heure exacte parce que j'ai regardé mon téléphone en la lisant. Depuis une petite terrasse de Barcelone, avec un verre de vin blanc à moitié vide devant moi. L'acte de vente était daté du 15 septembre. 3 jours plus tard, le notaire de Bordeaux m'annonçait par courrier officiel que la propriété que ma grand-mère avait laissée en héritage, cette petite maison de 180 mètres carrés, face à l'océan, héritée légalement, en août de 2019, avait été vendue à un promoteur immobilier pour 412 000 €. Mes parents avaient utilisé une version falsifiée de ma signature sur chaque document. Je m'appelle Isabelle. J'ai 36 ans. Je suis analyste financière et ce jour-là, ma vie a basculé sur une terrasse ensoleillée à 1340 km de la maison. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais reçu une formation juridique mineure en master. Ce qu'ils ignoraient également, c'est que j'avais depuis 2015 une peur panique des documents financiers mal authentifiés. Cette peur venait d'une leçon, une seule, que ma grand-mère Françoise m'avait donnée 14 ans plus tôt, dans sa cuisine à Arcachon. Un samedi matin où elle avait fait signer chaque page de mon testament futur, avec mon propre stylo, en 3 exemplaires, en me regardant dans les yeux. Isabelle, m'avait-elle dit ce matin-là, en tenant mes mains froides. Ta signature est ton ADN légal. Jamais personne ne la touche. Mais avant de vous expliquer comment j'ai retrouvé cette lettre de ma grand-mère datée de 12 ans, comment elle m'a sauvé ce jour-là depuis sa tombe, je dois d'abord vous ramener à 1997, quand j'avais 13 ans, et quand j'ai compris, pour la première fois, comment l'amour pouvait se transformer en arme. J'ai grandi entre 2 mondes. Ma mère était créatrice textile, une femme brillante mais instable, souvent absente. Mon père était notaire. Oui, ironiquement, notaire. Un homme méticuleux qui vivait dans le détail des contrats et des petits caractères. Ma grande sœur Céline avait 17 ans de plus que moi. Pendant des années, j'ai cru que c'était moi l'accident, que j'étais l'enfant non prévu qui avait consolidé un mariage au bord du gouffre. Ma grand-mère Françoise était l'unique équilibre. Chaque mercredi, après l'école, c'était elle. Sa maison sentait le bois ancien et le thé à la menthe. Elle m'écoutait d'une façon que personne d'autre ne faisait. Pas de jugement, pas de comparaison avec Céline. Juste de l'attention. Ma mère et Céline formaient une unité serrée, une dyade imperméable dont j'étais exclue. Elles partaient en week-end ensemble. Elles parlaient un langage codifié, que je ne comprenais pas. Pendant ce temps, mon père se perdait dans ses contrats, et moi, j'apprenais à être invisible. Puis j'ai eu 18 ans. Je suis partie à Paris pour mes études, et quelque chose d'étrange s'est produit. Ma absence s'est transformée en absence volontaire. Je suis devenue l'enfant qui ne appelait jamais, l'enfant qui avait oublié d'où elle venait. Aucune d'elles ne m'avait demandé ma version. Ils ne savaient pas que j'avais été trop blessée pour revenir. Trop fière aussi. Grand-mère Françoise est morte le 3 août 2019, à 89 ans, d'une pneumonie en 3 jours à peine. Je venais juste de décrocher mon poste d'analyste senior à la Société Générale. Je venais juste de signer un bail pour un appartement à Lyon. Et 3 semaines avant sa mort, elle m'avait envoyé une lettre recommandée que j'ai reçue 3 jours après ses funérailles. Dans cette lettre, en écriture tremblante mais reconnaissable, elle m'avait laissé sa maison de Bordeaux pour que tu aies un refuge quand tu comprendras enfin que tu mérites plus que ce qu'est. On t'a donné. Le notaire, un autre notaire, pas mon père, m'avait confirmé officiellement le 12 août 2019 que la propriété était légalement mienne, enregistrée à mon nom seul, avec protection testamentaire explicite contre toute ingérence familiale ultérieure. Grand-mère avait pensé à tout. Cette maison valait beaucoup. En 2019,
La côte atlantique commençait à exploser. Les promoteurs immobiliers rôdaient autour de chaque propriété côtière, en Gironde, comme des vautours. Pendant 2 ans, mes parents m'ont appelé régulièrement avec la même refrain. Ils avaient besoin d'argent. Ma mère s'était lancée dans une boutique de luxe qui périclitait. Mon père, à 67 ans, se préparait à la retraite avec un portefeuille minuscule. Céline avait des enfants à Strasbourg et ne participait pas aux aides familiales. Moi, j'avais hérité. J'avais la maison. À eux de la récupérer. Quand j'ai refusé de vendre, avec douceur, avec explication, avec amour même, la température s'est refroidie. Mon père a cessé de m'appeler. Ma mère a commencé à poster de photos sur Facebook, me montrant en vacances, en sous-vêtements à la plage, avec des commentaires subtils. Certaines personnes oublient d'où elles viennent et à qui elles doivent tout. J'avais 34 ans. Je n'avais rien à prouver à personne. Mais les blessures d'enfance ne guérissent jamais vraiment. Elles juste s'endorment. Avant que je continue, si cette histoire commence à résonner en vous, si vous avez aussi senti ce poids du patrimoine, utilisé comme arme familiale, prenez un instant pour vous abonner. Pas l'obligation de le faire, seulement si vous sentez vraiment quelque chose. Et dites-moi dans les commentaires. À quel âge avez-vous compris que votre famille pouvait vous trahir? J'aime savoir qui m'écoute. Et d'où. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce mercredi 18 septembre, où tout s'est effondré. J'étais en Espagne pour un congrès sur l'analyse de risques financiers. J'y suis restée 1 semaine, parce que j'avais enfin rencontré un homme doux, nommé Marc, qui travaillait à Barcelone comme architecte. J'avais rarement pris du temps pour moi. À 36 ans, j'avais plus de sécurité financière que de vie. Alors quand la lettre officielle est arrivée le 18, j'étais sur cette terrasse avec lui, riant de quelque chose de trivial, quand mon téléphone a vibré. L'email du notaire. L'objet était sec, administratif. Acte de vente finalisé. Propriété de Bordeaux, rue de la Côte. Acheteur. Immobilier Atlantique Development SAS. 3 secondes. C'est tout le temps que j'ai pris pour lire les détails de la vente. Ensuite, j'ai compté les documents falsifiés. Ma signature sur le formulaire de vente. Ma signature sur le pouvoir d'accès notarié. Ma signature sur le document fiscal. Ma signature sur la déclaration d'accord. 4 fois. Ils avaient falsifié ma signature 4 fois. Le notaire, dans son email, ajoutait une note. Nous avons noté quelques irrégularités mineures dans l'authentification de signature lors de la vérification post-vente. Nous allons lancer une enquête interne. Irrégularité mineure. C'est le mot qu'il avait utilisé pour décrire le vol à grande échelle. Je n'ai rien dit à Marc ce soir-là. Je n'ai pas pleuré. Je suis rentrée à l'hôtel. Je me suis assise en silence pendant 47 minutes, exactement 47 minutes, à regarder l'email. Et puis j'ai pris un avion le lendemain matin, 6h15, de Barcelone vers Bordeaux. En chemin, je n'ai appelé personne. Pas mon père. Pas ma mère. Pas Céline. J'ai appelé la police municipale. J'ai appelé le bureau des notaires de Gironde. J'ai appelé le directeur juridique de mon entreprise. Et j'ai attendu. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ma grand-mère, cette femme prudente aux yeux gris, m'avait laissé plus qu'une maison. 3 semaines avant sa mort, anticipant peut-être ce qui allait se passer, elle m'avait envoyé une enveloppe craft épaisse, via recommandé. À l'intérieur, il y avait 6 documents. Un acte. Authentification de la signature, avec ma signature officielle, enregistrée auprès de un notaire indépendant. Un document datant du 2015. Une analyse comparatiste détaillée qu'elle avait commandée secrètement à un expert en forensique en 2018, montrant les caractéristiques uniques de ma signature. Un enregistrement audio d'une conversation entre mon père et un collègue notaire en 2018, où mon père plaisantait d'une façon de convaincre Isabelle de vendre. Et, le plus dévastateur, une lettre manuscrite datée du 1er juillet 2019, 33 jours avant sa mort, adressée au procureur du tribunal de Bordeaux. Ça,
avait détaillé sa crainte que ses enfants tentent de s'approprier le bien que elle me léguait. Grand-mère Françoise avait posté cette lettre elle-même. C'était parvenu au tribunal et avait été enregistré officiellement, daté et numéroté. Le dossier existait déjà, attendant juste cette occasion pour s'activer. 4 jours après mon retour de Barcelone, le 22 septembre, la mairie a appelé. Le service de fraude documentaire avait été alerté. Une enquête officiellement ouverte. 72 heures plus tard, le 25 septembre à 14 heures, lors d'une convocation au commissariat de Bordeaux, la vérité s'est déroulée devant 2 agents, une greffière et mon avocat. C'était mon père qui avait falsifié les signatures. Pas ma mère. Pas Céline. Lui seul, utilisant les compétences qu'il avait acquises en 43 ans de pratique notariale. Ma mère avait été mise au courant seulement après. Céline l'avait découvert le jour où j'étais partie pour Barcelone. Je me souviens du moment précis où ma mère a entendu les résultats de l'AI. Analyse forensique au téléphone du commissariat. Elle était assise à côté de mon père. Elle a relevé la tête lentement, comme quelqu'un qui vient de comprendre qu'elle a fait un choix auquel elle ne peut pas revenir. Ensuite, elle s'est levée. Elle est sortie de la pièce. Et elle n'est jamais revenue à la même maison. Si vous avez déjà senti cette calme certitude qu'on acquiert quand on cesse de espérer que les gens qu'on aimait vont se racheter, écrivez « certitude » dans les commentaires. Je lis chacun. Et si vous pensez à quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'a est jamais trop tard pour protéger son propre avenir, partagez cette histoire avec lui. Les semaines qui ont suivi ont été un exercice de précision glaciale. Le procureur a ouvert une instruction pour faux en écriture, abus de confiance et escroquerie aggravée. Mon père a nié en bloc jusqu'au moment où l'expert en forensique a témoigné, présentant les 100 points de similitude entre ma signature falsifiée et celle présente dans ces autres documents. À ce moment-là, il s'est simplement levé et il a quitté la salle d'audience. Il n'a pas pleuré, il n'a pas protesté. Il a juste accepté la inévitable, avec la même roideur, avec laquelle il avait accepté mes refus pendant 2 ans. À 67 ans, mon père s'est retrouvé avec une mise en examen. Ma mère a demandé le divorce. Elle l'a fait en octobre, juste avant que les accusations ne deviennent publiques, ce qui a semblé à la fois lâche et pragmatique. Céline a écrit une lettre au tribunal, disant qu'elle avait été tenue dans l'ignorance et que son innocence était établie. Nul ne l'avait jamais accusée, mais elle avait ressenti le besoin de clarifier. Et moi, le 14 novembre 2021, exactement 2 ans et 103 jours après l'héritage officiel, j'ai reçu un jugement confirmant que la vente était nulle et non avenue. La maison m'appartenait légalement de nouveau. Le promoteur immobilier a récupéré 412 000 € plus intérêts. 437 245 € au total. Mon père a été condamné à une peine de prison avec sursis de 18 mois, à une amende de 24 000 € et à l'interdiction de exercer la profession de notaire à titre permanent. Il avait 47 ans de carrière derrière lui. Il lui en restait 0. 6 mois après le jugement, mon père m'a écrit une vraie lettre, pas un email. Elle sentait le tabac froid et le regret trop tard. Il disait qu'il avait compris, qu'il avait voulu sauver la famille en réunissant les ressources, qu'il voyait maintenant comment c'était une trahison. Et, c'était la première fois en 36 ans qu'il l'écrivait, il disait que il était fier de moi, qu'il voyait combien j'étais forte. J'ai gardé cette lettre pendant 3 mois dans mon tiroir avant de répondre. Puis j'ai écrit 4 pages. Je lui ai dit que je lui pardonnais, mais pas de revenir en arrière. Que le pardon n'effaçait pas les conséquences, que je ne l'oublierai jamais, et que s'il voulait une relation avec moi à l'avenir, ce serait à mes conditions, dans mes limites, sans jamais dépasser une certaine ligne que j'avais tracée maintenant. Il n'a pas répondu. Je n'ai pas attendu qu'il le fasse. Aujourd'hui, 6 ans après cette première lettre du notaire, je suis assise dans la maison de ma grand-mère. Elle a été rénovée. Les murs sont peints en gris clair. Il y a des plantes dans chaque fenêtre.
Marc, celui de Barcelone, habite avec moi. Nous avons un chat qui s'appelle Archimède. La maison que mon père a essayé de voler est devenue un refuge. Chaque mercredi, j'invite des amis à prendre le thé à la menthe, exactement comme grand-mère Françoise l'avait fait pour moi, 30 ans plus tôt. Ma mère m'a proposé de déjeuner l'année dernière. Nous l'avons fait à Bordeaux, dans un restaurant face au fleuve. Elle a les cheveux gris maintenant, et elle semble plus petite. Elle m'a dit qu'elle regrette. Pas le divorce. Pas de s'être alliée avec mon père au départ. Elle a précisé que elle ne pouvait pas revenir en arrière sur ses propres choix. Mais elle regrette de ne pas m'avoir cru quand j'avais refusé de vendre. Elle regrette de m'avoir écarté. Elle regrette beaucoup de choses. Je l'ai écoutée. Je n'ai pas pleuré. Mais quelque chose de très léger s'est relâché en moi ce jour-là. Pas le pardon complet. Juste la possibilité que, un jour, il pourrait venir. Céline a écrit 2 fois. Je n'ai jamais répondu. Ce que cette histoire m'a appris, c'est ceci. Votre signature, votre héritage, votre voix, ce sont les seules choses vraiment vôtres. On peut vous voler votre argent. On peut vous voler votre temps. On peut vous voler votre dignité, si vous les laissez faire. Mais votre authenticité, la façon dont vous authentifiez votre propre vie, ça, personne ne peut l'arracher sans votre permission. Ma grand-mère avait compris cela quand elle avait fait signer cette première page dans sa cuisine, en 1997. Elle savait que ma signature serait le dernier rempart. Et elle avait eu raison. Si cette histoire vous a parlé, écrivez « J'ai compris » dans les commentaires. Ce sont les mots que j'aurais aimé que quelqu'un me dise dans ce restaurant en face du fleuve. Si vous pensez à quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est jamais trop tard pour protéger son propre avenir, partagez cette vidéo avec elle. Et si vous êtes nouvelle ici, abonnez-vous. Une histoire différente vous attend la semaine prochaine, dans votre langue, sur ce même écran, de la bouche d'une femme que vous ne connaissez pas, mais qui sent exactement ce que vous ressentez en ce moment même. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt.